Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau Club Mounegou historique. On reprend nos équipes type ou équipe pipe. On avait déjà vu toute la décennie 2010, on a fait notre équipe type, notre équipe pipe, on avait fait l'équipe type des années 2000, et donc maintenant, c'est au tour de l'équipe pipe des années 2000. Et pour parler de ça avec moi ce soir, il y aura Arthur. Salut Arthur. Salut Rome. Et il y aura également Boris. Salut Boris. Bonsoir messieurs. Voilà, on vous rappelle rapidement le concept de ces émissions, parce qu'au final, on avait utilisé ces émissions au mois de juin pour un petit peu meubler. L'été ayant été relativement chargé en mercato, puis ensuite avec les rencontres de Ligue 1, on avait un petit peu mis de côté ces émissions pour justement quand il y aurait un petit peu moins d'actualité. Donc c'est le retour de ces émissions, donc on vous rappelle, système en 4-4-2 avec deux milieux plutôt défensifs relayeurs, deux milieux plutôt offensifs qu'on positionne sur les visuels sur les ailes, mais qui peuvent aussi être des numéros 10, et un duo d'attaque. On va pour chaque poste parler de plusieurs mentions honorables avant chacun de nous vous donner nos titulaires aux différents postes. Voilà messieurs, on va pouvoir commencer et on va tout de suite commencer par les gardiens de but. Boris, alors on va pas spoiler directement le titulaire, on peut juste vous dire qu'on s'est tous mis d'accord sur le même. En tout cas sur l'équipe type, c'est pareil, on n'avait pas eu de soucis, on avait tous mis Roma. C'est vrai que Roma a quand même joué une énorme partie de la décennie 2000. Malgré tout, il y a eu d'autres gardiens qui ont fait la transition Barthez-Roma. Ouais, bah alors là, justement, si tu sors le gardien qui a fait la transition, tu spoil un peu parce que ça va être notre titulaire, mais dans les ouais, parce que bah après c'est plus des remplaçants, on va dire, qui vont oui, mais de toute façon, oui, voilà. alterner avec lui. Moi, si je dois en mentionner un, j'avais envie de mentionner quand même Fabien Audard, qui pour le coup lui était venu dans un rôle de doublure de Flavio Romain, et c'est juste en fait peut-être pour une action que je me souviens, c'est en demi-finale de Coupe de la Ligue, on joue à Caen. L'époque où on perdait à peu près toutes nos demi-finales de Coupe nationale et où on perd ce match 3-1 et où il prend un carton rouge en cisaillant un attaquant cané à l'extérieur de la surface. Donc ça doit être, il a pas dû jouer beaucoup plus de matchs que ça, enfin il a dû jouer les coupes cette année-là, mais voilà, je garde un peu en mémoire ça. En plus, un gardien qui s'est plutôt affirmé après, qui a joué des saisons à Lorient notamment et qui était un gardien titulaire de Ligue 1 à peu près correct quand même, mais voilà, je garde en mémoire ça de sa part parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs à mentionner à ce poste-là, Roma ayant monopolisé une bonne partie de la décennie. Non, voilà, moi pour la vanne un peu, j'avais envie de parler de Biancarelli parce qu'il est quand même resté 6 ans au club, comme tu le disais avant l'émission. Voilà, il était clairement dans un rôle de troisième gardien, mais il est quand même resté 6 ans, 5 apparitions. Donc voilà, c'est quand même très très peu pour lui et il fallait en citer un autre. Mais par contre, voilà, au niveau du titulaire, Arthur, on s'est tous mis d'accord et en même temps, il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres solutions que de mettre Stéphane Porato. Oui, effectivement, Stéphane Porato qui avait joué d'abord à Monaco, qui était parti à l'OM et qui était revenu après un beau passage à l'OM où il avait plutôt réussi. Il avait même réussi à intégrer l'équipe de France grâce à ses bonnes prestations à l'OM. Il était revenu à Monaco un petit peu avec un statut de vedette et puis ça n'a pas marché du tout. Il était venu pour remplacer Barthez et ça a fait flop. Ouais, ça a fait un gros flop. Je sais pas si t'as un souvenir en particulier, Boris, de ce gardien, comme tu disais pour Rodard, une action en mémoire. Non, pour le coup, j'ai même pas une action, mais c'est plus un sentiment. C'est vraiment un goal à l'époque qui est. Alors on vient de perdre Barthez et Porato, c'est évidemment pas Barthez, mais dans la lignée des gardiens français, globalement il est juste derrière à ce moment-là avec Ulrich Ramé peut-être.
ceux qui se disputent un peu l'héritage Barthez. C'est un super gardien, il sort de très bonnes saisons à l'Olympique de Marseille, il a pris la place de Kopke, qui était le gardien titulaire de l'équipe d'Allemagne à l'époque. Donc on prend vraiment une référence très très solide à l'époque, et ça va pas du tout marcher. Ce dont je me souviens aussi, c'est des prêts un peu foireux, genre il y a un prêt à Créteil notamment pour montrer un peu la défiance du gardien, et puis après une fin de saison où il va retrouver un peu une fin de carrière, il va retrouver un peu des couleurs à Ajaccio notamment, mais voilà, il a complètement perdu son niveau chez nous, et voilà, je me l'explique pas encore aujourd'hui. Pour parler un petit peu chiffres avant de passer à d'autres postes, Porato, voilà, entre 93 et 98, donc on n'en parle pas parce que c'était sur la décennie 90, mais il avait disputé 25 rencontres chez nous. Et voilà, sur la décennie 2000, il est là entre 2000 et 2004. Il est prêté lors de la saison 2002-2003 à Créteil. C'est pas forcément très bon signe également pour le sens de sa carrière. Et donc les 3 saisons réellement où il est chez nous, c'est 53 rencontres. Et en fait, c'est surtout les 2 premières, quoi, de 2000 à 2002, vu qu'ensuite il doit revenir et être la doublure de Flavio Roma l'année du périple en Coupe d'Europe. Bon, après, je sais pas vous, je me rappelle de... Non, c'était Silva le remplaçant. Oui, donc il était même passé numéro 3 à ce moment-là, ouais. On était quand même jeunes, et moi je me rappelle le départ de Barthez vers Manchester, c'était encore un chauve qui arrivait, et pour moi c'était une garantie de sécurité. Pas du tout. C'est pas un arbitre, hein. Je me suis dit, ouais, c'est ça, on remplace un bon gardien qui était bon parce qu'il était sûrement chauve. Ouais. Pas un chauve, et puis non. Non, malheureusement, il aura fallu Et il était assez petit, il devait être un peu plus grand que Barthez quand même, mais ils avaient 1m83. Non, c'était pas. Ouais, Barthez, il devait être en dessous des 80, je pense. Il devait être 1,60, je sais pas. Ouais, je le mettrais à peu près à cette taille-là, 1,80 aussi, Barthez, mais bon. Peut-être que ça, il a fini à Monaco, équipe 3, non? Ouais, tout à fait. Comme d'autres. Et je te rajoute un petit truc, je suis sur sa page Wikipédia, il a été reconnu coupable d'abandon de famille et condamné à 2 mois de prison avec sursis, voilà. Mais c'était en 2012, donc ça compte pas dans la décennie, je sais pas si on peut lui en tenir de rigueur. J'avais envie de mentionner ce truc-là. Ouais, c'est pas faux. Oui, voilà, en tout cas, voilà, c'est vrai que on a commencé par ça, mais c'était un gardien qui était promis à une grande carrière, en tout cas une bonne carrière, et au final, hormis ces 2 années marseillaises, ça aurait été un flop complet pour le reste de sa carrière. On va passer à la défense, messieurs, et on va commencer par le poste de latéral droit. Boris, avant de passer au titulaire, encore une fois, on a tous le même. Des petites mentions de différents joueurs. Là, comme ça, si tu me lances, j'ai envie de parler d'Igor Lolo, déjà pour son nom de famille. Enfin, pour son nom complet, parce que le prénom et le nom, je trouve ça sonne pas mal, mais voilà, c'est vraiment un des symboles, et on va y revenir. En fait, cette équipe, elle me rappelle vraiment des souvenirs de jeunesse, parce que c'est l'époque où j'habitais dans la région. Moi, je suis parti en 2009, et grosso modo, c'est vraiment les années que j'ai passées au stade, entre 14 et 18 ans, ces années-là, quoi, où je me suis tapé ce genre de joueurs-là, avec un niveau catastrophique, qui sortait d'on ne sait pas d'où. Alors Lolo, je sais plus, c'est pas lui qui sortait d'Ukraine ou un truc comme ça, je crois. Qui était international ivoirien et qui était nul, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu le premier d'une longue lignée de joueurs comme ça qu'on va citer. De ton côté, Arthur, pareil, peut-être une petite mention sur ce poste. Et Lolo, juste pour te dire rapidement, en effet, il venait bien du FK Dniepro, où il avait joué que 2 matchs, lors de la saison 2008-2009, mais voilà. Il avait des petites fulgurances parfois. D'ailleurs, je me permets de... Bon, c'est pas très grave, mais Lolo, techniquement, c'est la décennie 2010, parce qu'il arrive en 2009. Moi, je l'avais en dès 2008, moi. Mais... Bon, c'est pas très important. Il doit arriver, tu sais quoi, il doit arriver à l'hiver, à mon avis. C'est peut-être ça. Parce que il joue 10 matchs sur la saison 2008-2009. Non, mais de toute façon, c'est pas très grave non plus. Donc, Arthur, pardon, autre mention peut-être? En arrière droit, c'est un poste qui restera pas quand même qui restera pas gravé dans les annales quand même sur cette décennie. Même on a bien vu, même en 2004, on a eu un Ibarra qui était pas non plus le poste clé, on était obligé de mettre du JV et autres. Donc c'est vrai que il n'y a pas de nom vraiment qui me viennent comme ça. Il y a Giurietti qui est passé avec Deschamps.
Et Lolo, oui, on s'en souvient. Sinon après, c'est le nom que je vais te laisser citer. Hein. C'est celui que beaucoup d'entre nous ont aligné, je pense. Hormis Adrien, voilà, t'en parlais Ouais. parce qu'il a mis Jurietti, mais moi j'en parlerai un petit peu plus tard de lui. Donc on a tous décidé, Boris, de mettre Panucci. Alors là, pour le coup, on est dans du gros CV, on est dans du joueur qui avait un bon passif, mais qui au final aura été un raté. Un bon passif, et en plus c'est même pas la fin de carrière ratée ou quoi, parce que c'est un joueur qui va rebondir encore, à Monaco, qui a même pas 30 ans en fait quand il vient chez nous, et qui va rester international italien, il va faire près de 300 matchs à la Roma derrière, hein, je suis en train de regarder. Mais voilà, chez nous il arrive en hiver, prêté par Chelsea, il va rester la saison d'après, la demi-saison d'après, parce qu'il va surtout une embrouille avec Didier Deschamps en fait, qui va s'embrouiller avec Panucci, Simone, et du coup il aura jamais l'occasion vraiment. Voilà, moi j'ai 14 matchs là, pas 19 toutes compétitions. Mais en fait oui, c'est pas forcément qu'il a été nul ou quoi chez nous, mais c'est surtout en fait le peu d'apport finalement par rapport au CV du garçon, qui aura quasiment rien apporté chez nous. On parle d'un joueur qui a 57 caps internationales, qui est dans une grande équipe d'Italie, qui a gagné la Ligue des Champions avec Milan, avec le Real, et il est champion du monde ou pas? Je l'ai pas, je crois pas. Non, je crois pas. Non, il est pas champion. Il était pas, non, parce que je vois que sa carrière se termine en 2000. Ouais, mais il aurait pu être dans les remplaçants parce que je vois que ça se termine en 2008, mais ouais, il était peut-être pas dans le groupe italien. Mais oui, voilà, on est d'accord. Voilà, moi, de toute façon, vous allez voir globalement ma composition. Il y a beaucoup de joueurs dans ce profil-là, contrairement à la décennie 2010 où c'était plus vraiment des mauvais joueurs, même si on n'a pas encore tout le recul nécessaire sur tous les joueurs passés chez nous. Exemple Youri Tielemans, qui va peut-être au final faire une bonne carrière, mais voilà, moi je me suis plutôt orienté vers une composition de ce type. De l'autre côté, voilà, moi je le dis tout de suite, j'ai décidé de mettre Jurietti titulaire, mais de votre côté, Boris, pareil, si t'as des joueurs à citer avant qu'on donne le titulaire qui sinon est chez vous 5. Ouais, moi j'avais une petite mention pour Manu Dos Santos, qui est un peu à l'instar de Porato, était un joueur qui avait joué très jeune chez nous, qui avait pas forcément percé, qui devait être à mon avis du titre de 97 notamment, qui a pas percé, qui est parti sous d'autres cieux, Benfica, l'OM, etc., qui était devenu pareil une belle référence quand même du championnat de France à Montpellier, à l'OM, qui était un joueur très très solide, qui est venu chez nous remplacer Patrice Evra quand il est parti à Manchester, et qui était pas bon, et pareil, c'est un peu des souvenirs en fait d'enfance. Je me rappelle, c'était un peu une de mes têtes de Turc au stade. Donc voilà, ça a pas marché son retour chez nous. Donc voilà, c'est pas mon titulaire, mais c'est une mention. Mention pareil chez toi, Arthur. Ouais, mais on a vu passer Cyril Roll, nous, à la SM sous Deschamps. C'était un joueur que Deschamps aimait bien, puisque il l'avait aussi fait venir à Marseille. Moi, je détestais ce genre de joueur agressif, qui faisait beaucoup de fautes, et c'est comme ça un petit peu que je l'ai découvert, et ça l'a suivi toute sa carrière. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais Cyril Roll, qui a fait je ne sais combien de clubs, il a toujours eu un petit peu ce profil, cette réputation, et j'aimais pas du tout le voir évoluer à Monaco. C'était un joueur particulier, mais qui aurait limite sa place dans l'équipe type de Lens. Donc ouais. Puis que j'imagine tu adores, toi. Certains supporters étaient fans du joueur. Hein. Moi, il a été bon à Nice aussi, il était bon, Cyril Roll. Ouais, à Nice aussi, c'est vrai. Non, moi c'était un joueur que, pas forcément pour son passage monégasque, mais dans son entièreté de carrière, oui, c'était un joueur rude, mais c'était pas un mauvais joueur en tout cas. Non, mais il avait pas été bon chez nous. Hein. Ah non, mais après chez nous, oui, c'est vrai qu'il il a pas été transcendant, on est d'accord. Donc justement, moi j'en parlais mon titulaire parce que je suis le seul à l'avoir mis avec Adrien, qui du coup l'avait mis de l'autre côté. Alors je me suis un petit peu arrangé avec son poste, hein. Moi de mémoire, il jouait quand même un petit peu des deux côtés, Jurietti. Mais Jurietti, ouais, c'est plus par rapport au fait qu'il arrive pour remplacer Willy Sagnol. On l'achète quand même très cher à l'époque, parce que là je vois les chiffres, on parle de 50-60 millions d'euros, de francs, pardon. Ah oui, tu m'as fait très peur. Oui, mais ce qui à l'époque était une énorme somme.
Donc un joueur sur lequel on comptait et au final qui va jamais réussir à faire sa place, mais un petit peu à l'instar d'un Panucci, alors toute proportion gardée, qui au final va avoir une grosse carrière derrière à Bordeaux, parce que au final c'est un joueur qui est vraiment accroché à cette équipe-là. Au final chez nous ça va être 3 saisons pour 44 rencontres avec un prêt au milieu à l'Olympique de Marseille, et surtout la saison d'après-prêt il revient à Monaco, il dispute vraiment que 7 rencontres avant de partir à Bordeaux pour les 7 dernières saisons de sa carrière. Et c'est également le joueur Giorietti qui en 2005, et d'ailleurs le record doit toujours tenir, hein, c'est l'international qui a le la moins. sélection. C'est la sélection la plus courte de l'histoire. C'est 5 secondes. Même pas 5 secondes. C'est 5 secondes, voilà, quand lors d'un franc-Chypre. C'est pour toucher la prime, comme dirait Jean. Il a les équipements. C'était en 2005, donc il était déjà à Bordeaux depuis 2 saisons, mais ouais, c'est quand même c'est une stat assez rigolote, quoi. 5 secondes, voilà. Il avait dû rentrer évidemment dans les toutes dernières secondes. Donc on va maintenant passer à votre titulaire, messieurs. Boris. Juste petite mention Muratori aussi quand même. Hein, je sais plus si on l'avait fait pour la décennie 2010, mais voilà, il faut quand même mentionner le nom sans s'attarder trop sur ce joueur qui était une belle pipe et qui sévit toujours en Ligue 2 à Nancy. Et du coup, il était jeune encore. Mon titulaire, du coup, il doit être aussi dans 3 ou 4 autres équipes, si j'ai bien compris, Jérémy Berthaud. Qui débarquait de Lyon, où il avait un peu le statut, alors c'était le remplaçant d'Abidal, grosso modo, à Lyon. Mais du coup, voilà, un joueur où tu te dis, c'est à l'époque où on commençait à baisser sérieusement de niveau, où on sortait de saison un peu moyenne, on n'avait pas bien enchaîné après les belles années des Champs, et où c'était le genre de joueur qui pouvait sembler intéressant comme ça sur le papier. Et en fait, je regarde là ses stats, il a joué 12 matchs de Ligue 1 chez nous. Voilà, c'était pas bon du tout. C'était un joueur sur lequel on pouvait avoir des espoirs, et ça l'a pas fait. Il est reparti à Auxerre direct la saison d'après. Il a été beaucoup blessé, hein, je crois, Berthaud aussi. Qui avait joué la Ligue des Champions, hein, à Lyon. Hein. C'était un joueur intéressant. Il a eu des bonnes années lyonnaises, hein, mais il a une carrière bizarre parce qu'il a arrêté très jeune. Il était international espoir, je crois, à l'époque. Il a arrêté à 30 ans et sans raison réel, en tout cas, c'est juste qu'apparemment qu'il en avait un petit peu marre, mais en même temps ça lui a permis de devenir commentateur sur OL TV et qui n'a pas vu ces images lors du Saint-Étienne-Lyon où son niveau est assez exceptionnel pour le coup, voilà. Mais très honnêtement, j'ai longtemps hésité à le mettre. Au final, j'ai mis Giorietti encore une fois plus pour avoir vraiment une équipe qui peut avoir de la gueule, quoi. C'était quand même plus fort que Berthaud, je pense. Ouais. Mais Berthaud arrivait comme tu l'as dit, Boris, avec un petit peu pas mal d'espoir, parce qu'à Lyon, Lyon était une grosse équipe. Il était numéro 2, il avait des matchs de Champions League. Il était international espoir, et puis il est arrivé, il s'est blessé, et puis ça l'a pas fait. Et puis on a vu par la suite de sa carrière que c'était pas non plus un énorme talent. C'était en effet pas un énorme talent, donc il est dans 5 des 6 compos, puisque au final, je suis donc le seul à ne pas le titulariser sur le flanc gauche de la défense centrale maintenant, messieurs. Un joueur a fait l'unanimité, après c'est un petit peu plus réparti, mais on va commencer par les mentions, et j'ai envie de parler, et de te lancer sur lui, Boris, Cyril Domoro. Ah ouais, Cyril Domoro, pareil, ça nous renvoie un peu la première époque Deschamps, ça doit être la première saison, je pense. 2001, un joueur 2002, qui venait de alors est-ce qu'il en venait directement, je sais plus, mais je me rappelle de lui notamment à l'Olympique de Marseille. Il venait du Milan AC. D'accord. Il venait du Milan AC d'ailleurs il est prêté visiblement par le Milan AC. Ouais, okay. Mais en fait il n'a jamais joué avec le Milan AC. Ouais, ça peut se comprendre d'un côté. Surtout le Milan AC du début des années 2000. C'était un défenseur qui avait fait des saisons correctes, voire bonnes à l'Olympique de Marseille, qui était parti apparemment en Italie où il s'était pas imposé, et qui s'est pas imposé chez nous non plus. Ça correspond en même temps vraiment avec c'est peut-être une des pires saisons de la décennie, honnêtement, la 2000-2001. Oui. C'est peut-être la pire, hein, je sais pas, il faut que je réfléchisse, mais voilà, pour moi c'était un peu un symbole de cette époque-là, international ivoirien quand même, mais voilà, j'ai pas un souvenir particulier catastrophique sur lui, mais ça méritait une mention.
T'en parlais, oui, c'est en l'occurrence c'est la saison de 2001-2002 et c'est vrai qu'elle était catastrophique et on en reparle un petit peu là en ce moment parce que on a 2 points après 5 journées et c'était également le cas lors de cette saison 2001-2002 qui était la pire saison. Si tu remontes en arrière, c'était la pire. Donc 17 ans après, on se retrouve 18 ans après même, on se retrouve dans la même situation. Mais oui, voilà. Sinon, ouais, t'as à peu près tout dit sur lui. Il avait plutôt bien commencé à Marseille, un petit passage à l'Inter Milan et ensuite Bastia, Milan. Et après chez nous, plus rien. Quand même 2 saisons pleines à l'Espagnol Barcelone même. Dans un club qui à l'époque n'était peut-être même pas en Liga d'ailleurs. Donc voilà. D'autres mentions de ton côté, Arthur? Ouais, je voulais citer Sylvain Monsoro. Sly. Sly, exactement, un joueur que j'aimais beaucoup à Sochaux, qui était très très bon en défense centrale. Il était bon au point de signer à l'OL. Et puis il est venu chez nous dans le cadre d'un officiel ou pas, j'en sais rien, mais dans le cadre d'un échange avec Schillaci. Schillaci qui a donc rejoint Lyon, et c'est vrai que je me réjouissais pas mal de sa venue parce que je garde de bons souvenirs de ce joueur à Sochaux, et puis c'était cata. Il n'a jamais retrouvé vraiment son niveau, et je me rappelle Schillaci, je le sentais un petit peu en fin de cycle à Monaco, je l'ai vite regretté. Ouais. Là, c'est une belle douille comme échange quand même. Sur le papier, ça me plaisait, mais bon, c'était très court. Bah ouais, et puis on en revient aussi à tous ces bons joueurs, soit du début des années 2000, soit évidemment de cette époque 2004-2005 qu'on a remplacé. C'est vrai que quand tu vois qu'on a remplacé Sagnol par Jurietti, là on remplace Schillaci par Monsoro. Par Augustin. Par Augustin. On avait plutôt bien commencé parce qu'on avait certes perdu Trezeguet, mais bon, on l'avait remplacé par Nonda, donc ça avait été dur la première année de Nonda, mais oui, mais bon, après, c'est moins bon, mais ça restait quand même très fort. Et c'est vrai que à certains postes, on a eu un peu plus de difficultés. Juste pour dire que Monsoro, Adrien l'a mis titulaire lui dans sa charnière centrale, donc on en parlait. Est-ce que vous voulez citer d'autres joueurs ou on passe tout de suite aux différents titulaires? Moi, j'avais JKPF en mention, José Carl Pierre Sanfan, mais presque plus pour sa blessure de Chabani Nanda, même si ça nous a permis d'avoir Morientes derrière, mais quand même, on a perdu ce jour-là la carrière de Chabani Nanda. Donc voilà, pour un joueur qui était passé chez nous des saisons d'avant, donc qui n'est pas non plus très bon, hein, mais voilà. T'avais noté Oshadogan aussi, qui pareil, c'est vrai. un joueur mythique aussi. Ah ouais, voilà, dans une époque mythique, mythique. Oshadogan. Là déjà le nom, il y a rien qui va. Et ouais, le joueur, le fantôme. Enfin, je sais pas si quelqu'un a un souvenir de l'avoir vu jouer, de l'avoir entendu parler. Il a joué quelques bouts de match, mais c'était vraiment. Mais c'est le fantôme, c'est le Nassir Chadli des années 2000, quoi. Ou le Borja Lopez, plutôt, d'ailleurs, pour reprendre le même poste en plus. Ouais, c'est un peu de ça, mais je pense qu'il était moins jeune. C'est vraiment le mec qui arrive et tu sais pas pourquoi, parce que Borja Lopez à Nice, c'était le petit jeune prometteur. Oui. On a eu Elia Legati aussi dans le même genre que j'ai même pas vu s'il a pas joué un seul match, mais qui était prêté qui est arrivé de Milan, je crois, un truc comme ça, qu'on voyait tout de suite comme le nouveau Maldini en fait, qui a jamais joué. Moi, j'ai connu Shadogan, je crois, c'est grâce à FIFA, parce que oui, c'est certainement ça. Oui. Il y avait les effectifs élargis, même ceux qui jouaient jamais, ils y étaient, du coup, ils étaient répertoriés. Et comme El Fakiri aussi, je me rappelle, avant de voir qu'il existait vraiment, je l'avais dans les effectifs, quoi. Ouais, mais El Fakiri, pour le coup, il en a joué des matchs. C'est un vrai joueur. Mais je l'avais découvert, je me rappelle, il avait mis longtemps à pointer le bout de son nez, alors que ça faisait longtemps qu'il était dans l'effectif. Parce Shadogan, il arrive chez nous, il a déjà 27-28 ans, quoi. Donc c'est un peu lunaire. Ouais, c'est un Italien, lui, non? Ouais. C'est ça, hein, ouais. C'est ça. Donc messieurs, les titulaires, on va commencer par celui que tout le monde a mis. Enfin, hormis Adrien, du coup, puisqu'il a mis Monsoro, mais sinon, tout le monde l'a mis. C'est Boris Patrick Muller. Ouais. Un autre ancien lyonnais. Pareil, un joueur solide quand même du championnat de France, qui a été, alors qui à l'époque où il arrive, devait plus, de toute façon il était plus
il était plus titulaire vraiment à Lyon. Il avait de toute façon, il était parti puis revenu à Lyon. Hein. Il avait fait que des passages à Bâle ou je sais plus où exactement. Et à Majorque. Ouais. Et en fait, on avait gardé un bon souvenir de son premier passage lyonnais où c'était un titulaire à cette époque. Il avait été champion. On y était de l'époque du premier titre notamment. Et puis on espérait potentiellement retrouver un joueur de ce niveau-là chez nous, mais non, en fait, non, c'était pas bon non plus. Voilà, une dizaine de matchs joués chez nous, des blessures, donc voilà, c'était pareil, mauvaise époque. C'est vrai qu'il est quand même 6 fois champion de France avec l'Olympique Lyonnais. Bon, il y a que les 3 premières où il joue, 2002, 3 et 4. 6, 7, 8, 6, 7, 8, il jouait plus, mais voilà. Donc, mais c'est vrai que c'était un joueur, une ancienne valeur sûre, en tout cas de la Ligue 1, mais son passage à Monaco, c'est 2 saisons pour 10 matchs. C'est lui qui nous plante un but, finale de Coupe de la Ligue, je crois, qu'on perd 2-1 contre Lyon. C'est possible, oui. Je crois qu'il y a Muller qui marque. C'est pas impossible, en effet. Ouais. À côté de lui, alors on a été en majorité Boris à mettre Simic. Alors là c'est pareil, on parle d'un joueur qui avait qui avait un petit CV. Et pour le coup, tu parlais de FIFA il y a quelques instants, Arthur. Il était très fort à l'époque de Monaco dans FIFA. C'était peut-être le meilleur joueur même de l'équipe. Mais en vrai, Boris, c'était un peu moins bon. Ouais, c'est un joueur qui arrive alors qu'il était pas un titulaire et qui a joué une dizaine de saisons presque à l'Inter et au Milan, qui a jamais été un titulaire, mais qui était quand même un remplaçant, qui a joué à peu près 200 matchs dans ces 2 clubs-là. Ouais, et puis il avait des monstres devant lui, quoi. Il n'avait pas, Maldini, Nesta. Centaines de sélections avec la Croatie. On se dit, pareil, c'est une époque où il faut voir qu'on a bien redescendu, on n'est plus du tout à notre niveau époque Deschamps, et on se dit que c'est un joueur qui peut apporter, qui peut amener de la stabilité. Du reste, c'était peut-être moins nul, je pense, que ceux qu'on a cités avant. Mais c'est plus, l'inadéquation entre le CV et ce qu'il a vraiment réalisé. Moi, ça m'évoque aussi un petit souvenir, parce que je me rappelle, j'avais fait une piche sur SM Foot à l'époque pour écrire son portrait, et notamment parce que j'avais été au match pour sa première contre le Stade Malherbe de Caen, et voilà, bon, j'avais pas enchaîné quand même derrière chez SM Foot, mais voilà, c'était un petit souvenir, une petite nostalgie, un joueur qui était assez élégant, mais qui a pas non plus apporté une assise défensive dont on a eu grand besoin à cette époque-là. Ouais, et pourtant on parle d'un joueur qui avait du coup 2 Ligues des Champions avec le Milan, mais oui, en 2 saisons ça sera 30 matchs, et en plus si je lis bien, ils sont tous là la première saison 2009-2010, visiblement ils ne jouent pas un seul match, en tout cas de Ligue 1. Oui. Arthur, toi t'as fait le choix d'un autre joueur à côté de Patrick Muller que personne n'avait cité, alors que peut-être que tout le monde avait oublié, du coup, moi le premier. Effectivement, quand on regarde ses stats, il a pas joué énormément de matchs, mais moi, il t'a marqué. Vraiment, il m'a marqué par sa nullité. C'est Massamba Losambu, donc qui a joué à Monaco entre 2005 et 2008, qui est formé au club. Grand défenseur central, 1m90. Il nous a mis quelques buts, des petits coups de casque, mais ça a fait illusion. Il n'a pas joué énormément, mais je me rappelle à la saison donc 2007-2008, il avait été un petit peu installé en défense centrale. Et puis, comme tout jeune qui débarque, formé au club, on en attend pas mal, tout le monde est content. Et c'était catastrophique. Il faisait des boulettes. Techniquement, c'était vraiment nul. Au point où il m'a vraiment marqué par cette maladresse, et depuis je regarde un petit peu son parcours, 1 an au Havre, 1 an à Nantes, après Athènes, ensuite la Vitréenne, Châteauroux, Sedan, et voilà. Une carrière un petit peu. Apparemment, il joue en Mongolie aujourd'hui. Là, j'ai rarement vu ça. Voilà. Après, en faisant mon équipe PIB, je regardais aussi un petit peu les effectifs qu'il y avait eu, et c'est vrai que je l'avais oublié, donc je peux comprendre qu'il n'ait pas été beaucoup cité. C'est en voyant son nom dans les effectifs, je me suis dit bingo, quoi. C'est vrai. Il y avait Sambou. Mais moi perso, je l'avais complètement oublié, mais ouais. Toi, Boris, du coup, tu le disais, c'est les années où t'étais au stade. T'as des souvenirs de lui? Je me souviens, parce que c'est un joueur qui était plutôt intéressant dans ses premières sorties. Et comme tu le disais, en fait, qui avait été un petit peu installé à un moment. Enfin, on parle de séries de peut-être 3-4 matchs maximum, mais ça faisait partie, je me rappelle, un joueur
pas forcément mis dans les mentions qu'on pourra citer plus tard, mais Mallory, Martin, c'était un peu ces générations-là où finalement, je pense qu'on a sorti à peu près personne, mais où on avait toujours l'impression qu'il y avait le petit jeune qui allait sortir. Des C'était Cacré, déjà le des cas Maurice à Belay, l'époque, ouais. Ouais. Ah ouais, les cracks. C'était les pas la cracks. faute de Jardim cette fois, mais voilà, non, mais moi c'est un joueur qui m'avait plu de prime abord, Sambou, mais force est de constater vu la carrière qu'il a fait que il était nul, quoi. Il avait mis un ou deux buts de la tête et ça, je me rappelle, voilà. Et donc du coup, le fait d'avoir mis des buts, ça lui avait donné du crédit, mais au final, c'était cata. Au final, c'était cata. Et juste pour terminer, Damien, lui, a remis, je crois qu'il l'avait déjà mis pour son équipe pipe des années 2010, c'est à vérifier, mais je suis quasiment sûr. Il remet Cédric Mongongu, ou en tout cas, il le met titulaire aux côtés, une nouvelle fois, de Patrick Muller, indéboulonnable. On va passer au milieu de terrain maintenant, messieurs, et donc les milieux de terrain défensifs, relayeurs. Et avant de passer au titulaire, une nouvelle fois, les mentions, Boris. Alors, qu'est-ce qu'on peut mentionner quelqu'un qui a pas été mis dans les équipes. Alors, je sais pas, là, je vois que t'as mis Pokrivac, par exemple. Ouais. Pokrivac, c'était à l'époque la filière croate. La fameuse filière croate. Alors, ça avait marché avec Dado Perso, mais ça a bien moins marché après parce que il y avait Simic, il y avait Pokrivac, il y avait un autre joueur que peut-être on va citer après. Mais voilà, Pokrivac qui est arrivé, milieu défensif, milieu nul surtout. J'ai pas forcément les stages. C'est un mec qu'on a revu après, je crois en plus en Ligue des Champions avec le Dynamo Zagreb notamment. Mais voilà, c'était pas bon. C'est toujours dans ces mauvaises années-là. C'est un peu un symbole, toujours à l'époque, on avait aussi moins d'infos sur les joueurs qu'on recrutait, et du coup plus d'espoir. Aujourd'hui, on a des sites à spécialiser, on a des vidéos, on a un peu plus d'infos. À l'époque, le rêve était peut-être un peu plus permis, mais il durait pas longtemps. Et voilà, c'est un jeu. C'était un peu Pasalic avant l'heure en fait. Ouais, profil plus défensif. Oui, un peu plus. Mais c'était un peu qui est quand même international croate. Mais voilà, c'était nul. C'est vrai que les Croates au milieu de terrain, comme tu l'as dit, on va parler d'un troisième, mais entre ces deux-là et le troisième, on est passé à côté de ce qu'il fallait prendre, quoi. Pour le coup, Arthur, de ton côté, petite mention dans ses postes. Oui, alors il y a des joueurs, pareil, en remettant un peu le nez dedans, je me rappelais même plus qu'ils étaient passés par Monaco, donc finalement c'est même pas drôle de les annihiler. C'était donc il y avait Fabio Santos, je crois qu'il avait joué à Lyon aussi, Almiron aussi. Oui. Qui est passé, c'était lors d'un mercato d'hiver, mais c'était pas mauvais Almiron. Ouais, ça fait partie. Il nous fait gagner un derby au stade du Ré quand même. J'étais au stade. Ça va. Mais j'ai même pas voulu le citer. Je citerai Alex Nirko peut-être. Voilà. Qui lui jouait sous Deschamps au poste de milieu défensif. Pas fan du profil. Ça venait pas de Nice, ça, non? Je dis une connerie. Lens. Il jouait à Lens. Ah, en Lens, ouais. C'était qui? Il a joué à Lens. Ouais, ok. C'était rudimentaire, le profil d'Alex Nirko, quand même. Ouais, je me rappelle d'un match en Coupe de France en plein hiver où il rate un penalty contre un petit, je crois. Et puis à l'époque, c'est vrai il y avait pas autant de matchs à la télé. J'avais pas forcément moi personnellement toutes les chaînes. Les rares matchs que je voyais, je me rappelle de ce match de Nirko et je me suis dit pourquoi quoi. Mais il avait fait une saison pleine, parce que 2001-2002, il y a quand même 32 rencontres. Il était prêté par Everton, il était passé à Everton après son départ de Lens, et la saison d'après, il sera prêté au Paris Saint-Germain pour une saison grosso modo comme la nôtre, avec un peu moins de rencontres, mais quand même. C'est ça le problème, c'est ce qu'il avait joué. C'est qu'il avait joué, non mais c'est vrai, lui, pour le coup, on s'en rappelle, vu que c'était une saison où il avait joué énormément, mais si on va passer au titulaire, bah tiens, on va tout de suite commencer par le Croate Boris, tu voulais en parler, moi je l'ai pas mis dans mon équipe, mais il a été mis également par toi, Arthur, et il a également été mis par je vais devant moi, par Damien, voilà, c'est Leko. Le découpeur croate. Ouais, qui est sûrement pas le plus nul de tous ceux qu'on a cités, ou même j'avais encore des Sani Keita, des Lukman Aruna, des Ousmane Dabo, des mecs comme ça. Mais c'est bien de les citer à la volée, oui. Mais
Jerko Leko, c'était sûrement un peu moins nul que ça, mais c'est le symbole, pareil, pour moi. C'est vraiment, c'est un des premiers mecs auxquels je pense quand je repense à cette époque vraiment pourrie où j'allais au stade, où j'allais à tous les matchs et tout, et où je voyais des vieux joueurs, pareil, voilà, un international croate qui a dû accumuler pas mal de sélections, de présence en Ligue des Champions aussi avec le Dynamo de Zagreb, mais voilà, c'était vraiment le joueur limité au milieu de terrain, qui mettait des coups mais qui faisait pas grand chose d'autre, qui finalement dépareillerait pas, je pense, dans le milieu de terrain actuel qu'on a. C'est ce que j'allais dire. Qui est à peu près au niveau ouais, tellement sa place. Ouais, de ce qu'on a aujourd'hui. Mais ouais, c'est vraiment un mauvais souvenir. Justement, pour compléter ce que tu disais, ouais, il a 59 sélections avec l'équipe croate, et chez nous, en 4 saisons, c'est 94 rencontres. Entre 2006 et 2010. Donc on l'a mis titulaire, du coup tous les deux vous l'avez mis titulaire. Moi je ne l'ai pas mis titulaire. Moi, je te coupe, Ron, qui est adepte du c'est marrant, mais c'est un joueur, quand on y repense, qui me fait rire en fait. C'est Leko, voilà, c'est comme dit Boris, c'est le symbole de cette équipe vraiment pourrie. Leko qui était comme, il ressemblait limite à un Cador chez nous. Il avait un jeu de boucher. Et quand j'y repense, ça me fait sourire. J'aimerais pas l'avoir actuellement, mais ça. Du coup, il y a de l'attachement un petit peu autour de ce jeu. Ouais, on pensait que Leko allait faire du bruit, et en fait non. C'est marrant ça. Joli. Et Adrien l'avait mis titulaire aussi. Donc en fait, c'est vrai qu'il est quand même dans pas mal de 11. On va maintenant parler d'un autre joueur que moi j'ai mis titulaire, que Arthur a mis titulaire, et qu'également Patrice a mis titulaire. C'est Gérard Lopez. Arthur, je te laisse. Le président du LOSC. Non, c'est pas le même, non. Je te laisse un petit peu parler de lui. C'est pareil, là on parle d'un joueur qui arrivait quand même avec beaucoup d'espoir. Enfin, ouais, on avait beaucoup d'espoir sur lui. Il arrive lors de la saison 2005-2006 avec Deschamps. Donc on commençait quand même à rentrer dans une période un peu délicate là pour Monaco, avec Deschamps, beaucoup de nouveaux. Mais parmi les recrues de cet été-là, il y avait donc Gérard. C'était clinquant, hein. Il venait du Barça. C'était une pierre angulaire quand même du Barça, international espagnol. Il avait brillé pas mal à Valence. Il fait une grosse saison à Valence en 99-2000, 48 matchs. Il me semble que Valence va en finale de Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, cette année-là. Il est finaliste, oui. Donc gros CV, et puis à un poste en plus stratégique, hein, dans un milieu de terrain. Il jouait un peu 8, et ça avait vraiment de la gueule. Je crois qu'il arrivait, il a été blessé au début, et puis derrière ça l'a pas fait. Et moi je me rappelle d'avoir été très 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 déçu de ce joueur. Je crois qu'il arrive au même moment que Meriem, Sorlin, Capo, Maoulida, je crois. Ça avait vraiment, il y a eu un grand chamboulement dans l'équipe, mais c'était l'un des noms les plus clinquants, et malheureusement ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout, voilà, et ça sera 19 rencontres en 2 saisons, 4 buts malgré tout, mais voilà. L'autre titulaire qu'on a mis tous les deux, Boris, et qu'également Damien a mis, c'est Jugovic. Pareil, on parle d'un joueur qui arrivait un peu comme Lopez en fait, hein. C'est un joueur où on avait pas mal d'attentes sur lui. Peut-être un peu plus vieux quand il arrive, un peu plus sur la fin, mais alors ouais, ça me permet de faire un milieu 100% balkanique du coup. Mais pareil, un joueur hyper référencé qui arrive, qui a gagné la Ligue des Champions notamment avec l'Étoile Rouge de Belgrade face à l'OM, ça fait toujours plaisir de le rappeler, qui a fait ensuite une belle carrière en Serie A, Sampdoria, Juve, Lazio, Inter notamment, et qui débarque chez nous, passage en Espagne, une saison, ouais. Et voilà, un joueur, alors qui a sûrement rarement été un vrai joueur, comment dire, le joueur phare de ces équipes-là, mais voilà, qui a quand même, qui compte une dizaine d'années dans des clubs de haut tableau, de haut niveau, et qui est venu chez nous, et je pense qu'il n'en avait rien à cirer, voilà, qui a joué une vingtaine de matchs, aucun impact, rien, donc voilà, qui avait, je me rappelle notamment de ses cheveux gris, c'était un peu le Toulalan de l'époque, quoi. le niveau en moins, malheureusement. Il faisait vieux. Ouais. Ouais, puis il était pas tant que ça, hein. Je regarde, il devait avoir 31-32 ans en arrivant chez nous, c'était pas le grand-père non plus, mais sur le terrain, 32, ouais. Mais il avait 32 quand même, hein, malgré tout. Donc
parce qu'il venait de les avoir, parce qu'il est du 30 août 69, donc ouais, c'est ça, il venait d'avoir ses 32 ans, et de toute façon, ouais, c'était déjà la fin de sa carrière, parce que derrière, il va partir en Autriche, et ensuite dans un sombre club allemand, le LR Allen. Alors, je sais même pas en quelle division c'est, ça. Il a dû l'avoir mauvaise. Il a peut-être eu mauvaise, et c'était un international yougoslave, parce que serbe, mais à l'époque, c'était encore la Yougoslavie, donc ouais, 37 sélections en 8 années, donc pas non plus c'est pas non plus énorme, mais voilà. Et c'est l'époque où quand on te fait venir des joueurs un peu référencés de Serie A, tu te dis ah ouais, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Fin années 90, début des années 2000, ça a encore la réputation d'être plus ou moins le meilleur championnat du monde. Ah oui, tout à fait. Bah oui, maintenant voilà, on fait venir des joueurs plutôt d'Angleterre ou d'Espagne, et hein, on va reparler de Fabregas, qu'on avait réussi à attirer, Cesc Fabregas, mais malheureusement il sera peut-être dans l'équipe PIP des années 2020, celui-là. Ouais, c'est possible. Messieurs, on va tout de suite maintenant passer au milieu offensif ailier. Des petites mentions honorables, là, je vois devant moi, par exemple, on va avoir un petit, qu'est-ce qui a été noté à droite à gauche, mais j'en ai pas tant que ça, en fait, des mentions, parce qu'en fait, les titulaires ont été pas mal répartis. C'est pas le poste le plus fourni, mais... Arthur, il citait à l'instant, alors il peut passer en milieu offensif ou défensif, mais Olivier Sorlin, comme on n'a pas parlé dans les milieux défensifs, je pense qu'il peut jouer aussi un petit peu ailier, vraiment symbole d'un recrutement hyper raté, la dernière année de Deschamps, grosso modo. Pas l'année d'après la finale, celle encore après, où je me rappelle, on prend notamment Sorlin Maoulida. On va chercher Sorlin Maoulida à Rennes. Ce sera les deux catastrophes. Sorlin, je crois, repart déjà au mercato d'hiver. Maoulida voilà, aussi, un joueur les qui deux, peut citer. Oui, mais tu le cites. D'ailleurs, Patrice l'avait carrément mis titulaire, lui, dans son équipe. Donc c'est pour ça, fait, que j'avais du mal à trouver des vraies mentions, parce qu'on a quand même chacun donné des joueurs différents. Mais du coup, tiens, Arthur, je vais te lancer sur un de tes deux joueurs, parce que pour le coup, toi, t'as mis deux joueurs que personne n'a mis, que tout le monde pouvait citer. Et on va commencer, par Kamel Meriem, que toi, tu mets titulaire, donc. Oui, parce que comme et Adrien aussi, voilà. Il y avait pas mal de joueurs, et c'est vrai tout se recoupe pas mal avec cette génération là 2005-2006. Moi, Meriem, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, très beau techniquement, un meneur de jeu, un des meilleurs meneurs de jeu à l'époque, qui avait la faculté de tirer du pied gauche, du pied droit. Il y en a même qui disaient que lui-même ne connaissait pas son pied. Et puis ça me fait penser plus récemment à tout, voilà, exactement. Il fait partie de ceux que l'on a voulu comparer à Zidane un peu trop tôt. Ah, de la longue liste. Joueur finalement un peu fébrile, un peu, voilà, qui était très très limité dans l'engagement. Il suffisait de lui mettre un numéro 6 un petit peu costaud, il disparaissait complètement du match. Donc Meriem finalement a fait pas mal de saisons chez nous, mais aucune saison pleine. Il est devenu très vite un remplaçant un peu par défaut. Un remplaçant un peu par défaut. Ton premier titulaire, Boris, pour le coup, tous les deux, on a les mêmes ailiers. Mais on va pas parler encore du deuxième, parce que on l'a tous mis, sauf toi, Arthur, du coup, vu que toi, t'as deux ailiers que personne n'a cités. Mais Olivier Capot, encore une fois, on parle d'un joueur qui était promis à une grande carrière, et puis, plouf. Et puis qui a fait l'erreur de signer à la Juventus, un peu trop jeune. Ça faisait partie un peu de la génération dorée de la J Auxerre, avec les Mexes, les Moussong, les Djibril Cissé. Et voilà, comme je disais, il a eu, en plus il était devenu international français à cette époque-là. Il est parti à la Juve à une époque où forcément le niveau était beaucoup trop élevé. Un an après, il est venu en prêt chez nous et c'était pas bon du tout. Il a jamais retrouvé son niveau, de toute façon. Là, j'ai la liste des clubs sous les yeux: Levante, Birmingham City, Wigan, Boulogne, Celtic, Al Ahly, retour à Auxerre, Levadiakos. Et on finit en beauté au Korona Kielce en Pologne. Donc voilà. En effet. Une année en plus où on joue encore de la Coupe d'Europe, etc. Mais où il va jamais retrouver son niveau, malheureusement. Et je vois même, il est quand même
vainqueur d'une Coupe des Confédérations, avec l'équipe de France. Ouais, il a 9 sélections en bleu, mais après, si on se contente de regarder que les chiffres, tu vois que sa saison à Monaco, c'est 32 rencontres pour 7 buts. Ce qui est pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on attendait plus de ça de lui. Puis en plus, il faudrait voir la répartition des buts, hein. Et si c'est pour faire une Lassina Traoré et en foot 5 contre une CFA2 en Coupe de France, ça a déjà un petit peu moins d'impact. Mais je vois, non, il en avait mis 5 en Ligue 1 et 2 en C3. C'est un joueur qu'on espérait relancer, quoi, à l'époque, et malheureusement, on n'avait pas pu le faire. C'est ça, on n'avait pas pu le faire, donc on a fait le même choix tous les deux. Il a également été mis titulaire, si je dis pas de bêtises, par Damien. Voilà, c'est ça, qui également a les deux mêmes milieux offensifs que nous deux. Boris, et c'est tout parce que Patrice lui avait mis Sorlin, c'est ça. Avant de parler de celui qu'on est 6, enfin plutôt 5 du coup à avoir mis, ton dernier titulaire, toi Arthur, c'est Johan Molo. Alors Johan Molo, oui. Le cerveau. Oui. Oui, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même prendre des mecs qui sont ni trop nuls, ni finalement anciennes stars déchues. Donc je me suis dit il faudrait lui faire une petite place pour un mec qui aura marqué le club par son intelligence. Il avait démarré avec Ricardo, c'était intéressant. C'est quand Ricardo avait lancé les 4 fantastiques, Mongongu, Nkoulou, Molo, et finalement c'était peut-être que 3. Je te laisserai pas mettre Nkoulou dans la même phrase. Moi je l'aimais bien Nkoulou, merde. Et puis l'année d'après, il est prêté à Caen, je crois. Oui, c'est ça. Donc l'année où Monaco descend, il est prêté à Caen avec. Il a fait une magnifique sortie. Oui, je me rappelle en interview d'après-match, voilà, il pouvait pas se blairer avec Guy Lacombe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé. Mais à l'époque, moi, c'est vrai que c'était un joueur qui me plaisait plutôt. Il était plutôt bon. On disait pourquoi pas. Puis après, il a fait le cirque en venant de Caen. Il voulait pas rester à Monaco. Il a fait son cinéma. Il est parti en Espagne, je crois, vidant son casier. Ouais. Et puis à Grenade, ouais. Grenade. Et puis après, on a vu que c'était un garçon quand même pas très stable, hein, puisqu'il a fait quand même beaucoup de clubs, beaucoup de problèmes. Et au final, je trouvais qu'il a pas beaucoup joué avec Monaco finalement, mais c'est quand même nous qui l'avons créé. 48 rencontres, hein, quand même, hein, c'est pas rien non plus, hein. Ah, 48 rencontres quand même, autant pour moi. Okay. Après, il y en a peut-être beaucoup comme remplaçant, j'avoue que j'ai pas le détail, mais c'est quand même 48 rencontres. Je sais que sous Ricardo, il fait la fin et puis après il est prêté, mais voilà, je me suis dit qu'il pouvait avoir quand même une petite place pour apporter un petit peu de fraîcheur dans cette équipe. Un peu de QI foot. Un peu pour organiser l'attaque. Un peu de QI. C'est très drôle de le voir encore aujourd'hui dans les mêmes galères qu'il y a 10 ans. Oui, dans la sauce. Il vient de signer au Panathinaikos après avoir fait un petit passage par Sochaux l'année dernière sur la ce qui est pas si scandaleux, hein. De saison. Non, mais de toute façon, c'était un joueur qui encore une fois avait un potentiel intéressant, même ses différents passages à Saint-Étienne en prêt, puis après au final il passe 2 ans et demi à Saint-Étienne, 90 rencontres presque, mais ouais, c'était un joueur complètement abruti quoi, et autant à Saint-Étienne il a retrouvé un autre cerveau qui était passé chez nous dans les buts, mais qui lui pour le coup est un vrai bon joueur, autant lui il a jamais réussi à tout mettre dans l'ordre, et même Ruffier en fait, hein. On peut se dire qu'avec le talent qu'il avait, il aurait pu quand même faire mieux qu'une carrière à Saint-Étienne. Mais bon, écoute, c'est des joueurs comme ça, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Et donc voilà, Boris, on en vient à ce fameux titulaire, cette fameuse pépite. Certains l'ont même comparé à Pelé. Ouais. Un des nouveaux Pelé. Pelé. On parlait des nouveaux Zidane, et lui c'était un nouveau Pelé, et on parlait évidemment de la méga star, celui dont on parle toujours. Celui qui restera peut-être comme le transfert le plus pourri de l'histoire de l'AS Monaco. Évidemment, Freddy Adu. Ouais. Bah, c'était qu'un prêt, non, je pense, à l'époque, mais, même ce prêt-là, effectivement, par rapport aux attentes, enfin, il faut savoir qu'à l'époque, Adu, quand il arrive, ça fait au moins 4-5 ans, peut-être qu'on entend parler, c'est vraiment on entend parler depuis qu'il a 14-15 ans, limite, comme le futur, le futur Pelé, comme tu l'as dit. Moi, il y a deux phénomènes que j'ai connus à l'AS Monaco, c'est Freddy Adu et Kylian Mbappé finalement.
mais ils n'ont pas eu manifestement les mêmes trajectoires. Ouais, voilà, c'est un joueur qui arrive déjà d'une première expérience en Europe au Benfica où il s'est pas imposé. Il est prêté chez nous. On se dit là quand même ça reste une star quand même. Même si c'est pas forcément validé à cette époque par des résultats. Et en fait, c'est le joueur qui n'a absolument jamais explosé. Est-ce qu'il a été star trop tôt? Est-ce qu'il a explosé en vol? Je sais pas. Mais voilà, c'était nul et c'est pas juste que ça a pas marché chez nous. Enfin, là, je vais même pas vous les lire les clubs, c'est terrible. Ça serait déloyal. Je suis en train de les voir là, c'est terrible. Et ce qui est même encore plus terrible, c'est le nom des clubs, mais c'est le nombre de matchs en face. C'est des clubs il y en a, je les connaissais même pas. Mais il y en a, les Las Vegas Light. Il y joue même pas, quoi. Ouais. Et quand tu je vois crois qu'il que son meilleur passe, passage, c'est le Philadelphia Union en MLS. Ouais. 35 matchs, 7 buts, quoi. Ah moi j'ai 41 et 10 buts. On n'a pas la même page Wikipédia visiblement. Mais mais il passe en Finlande à Coups, il joue 6 rencontres. Après il est à Koufu 98 toujours en Finlande, 3 rencontres. À Belenenses 4 rencontres. À Laris FC 12 rencontres. Et tout ça c'est des saisons complètes. Hein. En Serbie à Jagodina 1 rencontre. Enfin c'est dingue quoi. C'est des clubs pourri et en plus il y joue pas. Donc ouais. Puis Monaco, 10 rencontres, 0 but. Hein, après c'est vrai que il mérite largement sa place dans les équipes de l'ASM, il n'y a pas de souci. Après moi la seule petite réserve que j'avais, enfin c'est même pas une réserve, mais c'est que finalement ce qui m'a incité à pas forcément le titulariser, c'est il débarque aussi à Monaco dans le cadre d'une stratégie marketing, on va dire, puisqu'il arrive au moment de l'arrivée de Bontin à la présidence, qui avait des liens avec les États-Unis, et on va dire qu'il était arrivé avec dans sa mallette Freddy Adu, vendu, comme vous l'avez dit, comme un prodige du ballon rond. Mais il y avait aussi ce petit côté, j'arrive, j'ai mon réseau US, je viens avec Freddy Adu qui fait que finalement on est moins sur vraiment l'erreur de recrutement que quelque chose d'extra football comme ça a pu être le cas. Ouais, mais je pense qu'on l'a vraiment tous mis pour le symbole quoi. C'est le symbole, exactement. C'est vraiment le symbole du. Après, on n'a pas fait les présidents PIP, mais celui que tu as cité, on a eu dans les staffs et dans les dirigeants à cette époque-là pas mal de PIP aussi. C'est vrai, c'est vrai qu'on en a eu quand même un certain nombre. Voilà, messieurs, hein, on en a fini pour les milieux offensifs. On va terminer sur l'attaque. Les buteurs, des grands buteurs. En tout cas, certains ont été des grands buteurs. C'était un petit peu plus compliqué chez nous. Pour le coup, mon duo d'attaque, il est all time. Mais des petites mentions déjà. Je vois Boris que par exemple, là, t'as noté un Xavier Gravelaine, par exemple, l'homme au 1000 club. Ouais, le globe-trotteur français, Xavier Gravelaine, qui c'est même pas tellement c'est plutôt quand même sur la deuxième partie de sa carrière, mais il va encore jouer pas mal de saisons derrière. Mais voilà, il fait notamment un passe chez nous l'année d'après le titre, et il s'avérera que c'était une mauvaise idée. Il joue même pas 10 matchs, je pense, chez nous. C'est un joueur qui était à ce moment-là, qui a fait des saisons à peu près correctes encore, je pense à Caen notamment derrière, mais qui à ce moment-là de sa carrière avait plus du tout le niveau pour jouer notamment de la Ligue des Champions, comme on l'a fait cette année-là. Donc voilà, rien de plus à ajouter sur ce garçon. Petite mention de ton côté, Arthur. Peut-être, allez, je vais te lancer peut-être un Marco Di Vaio, parce que je vois qu'il a été mis que personne ne l'a mis titulaire, donc tu peux en parler. Ah si, ouais. Adrien l'a mis titulaire, bon, tant pis, on va quand même en parler. Ouais, Di Vaio, il a fait des choses. Ouais, il est aussi dans une équipe. Donc lui, si je dis pas de bêtises, il était avec Guidolin. Il est arrivé avec Guidolin. Je crois pas qu'il ait joué sous Deschamps. Il a dû arriver à un mercato avec Guidolin. Il a été associé avec Cheventon, je me rappelle. Pas d'énormes souvenirs de Di Vaio. Je me rappelle qu'il a mis des buts importants, mais c'était pas flamboyant. On était un peu dans une période. C'est quand ça commence à partir en cacao. Ça commence, voilà. Il a joué un petit peu avec Vieri aussi à la fin.
Mais je serais pas aussi sévère que ça avec Di-Vaio. Oui, mais moi aussi, au final, c'est 35 c'est 2006-2007, sa saison, 35 rencontres, 8 buts. J'ai pas un très mauvais souvenir de lui. Voilà, encore une fois, c'était un attaquant qui avait un beau passif, que ça soit à Parme ou à la Juve. Déjà, son passage par Valence avait été un peu moins une réussite. Mais ouais, personnellement, je le mettais pas titulaire non plus, mais c'était le choix d'Adrien. On va passer maintenant au titulaire et on va parler d'un de tes titulaires, Arthur, parce que t'es le seul à l'avoir mis. Il avait été cité évidemment dans les mentions, et tu as mis Radouchouiou, si je le prononce bien, parce que je sais même plus comment ça se prononçait. Alors, c'est vrai que là, allez, je vais être honnête, j'ai été un peu pris de court par les époques. Quand on m'a dit qu'il fallait par le timing, 2009-2010, je me suis retrouvé un peu sans rien. Radouchou, mais dans tous les cas, je pense que j'affirme que c'est quand même mérité qu'il soit dans l'équipe Pipe. Bah, c'est 12 rencontres, 2 buts. Pardon? 12 rencontres, 2 buts. Ouais, et puis surtout, moi je me rappelle d'un joueur nonchalant devant, faible. Tu sentais qu'il était là à une époque où c'était vraiment le côté Monaco maison de retraite était vraiment justifié. Hein. Lui, il a joué en 2001-2002. C'est une saison qui revient souvent finalement, la première de Deschamps. Oui. Et il faisait partie de la même année que chez Birov. Toi, tu vas en parler tout à l'heure, je pense, mais il joue aussi dans cette équipe-là. Ouais, Radouchouiou, non, c'est pas un bon souvenir. Pourtant, il a une quarantaine de sélections avec la Roumanie entre 90 et 96, et c'était une belle équipe de Roumanie. Hein. Lui, ça avait été un bon joueur, mais je l'ai mis titulaire comme j'aurais pu le citer. Voilà, pas un grand souvenir pour Monaco, et puis de toute façon, il a quand même joué pas beaucoup de matchs et ça a été un flop. Deux petites mentions rapides également que tu avais notées, Boris, Maoulida et Mazar, et non pas Madar, dont on pourra peut-être reparler dans une autre décennie. Mais également, Patrice avait cité Wagno Eloi, j'aime bien aussi. Ouais, je sais bien. C'est des bons souvenirs. Oui, non, c'est une petite mention, voilà. On va parler, tiens, je vais te laisser en parler, Boris, je pense que tu auras peut-être des choses à dire sur lui, parce que pour le coup c'est pareil, il fait partie des joueurs que j'ai complètement zappé. Damien, il nous met en attaque Quintero. Ouais, bah alors là, je t'avoue que moi je l'ai un peu zappé aussi. Joué, je crois. Tu l'as zappé aussi, ok, bon bah... Ouais. Zéro match, non? Je sais même pas, honnêtement. Enfin, le nom comme ça, je me rappelle de lui un peu sur les photos. C'est pas un peu comme Ribas, le joueur qui avait fait 0 match ou... Ouais. Non, Quintero. Ça doit être un peu comme ça, ouais. Bah je vais chercher ça sur internet. En attendant, on peut passer à un de tes titulaires, Boris, et donc en attaque t'as décidé de mettre Gonzalo Vargas. Ouais, là honnêtement c'est pas forcément Enfin, dans les faits, c'est peut-être un des pires qui est passé. Après, il avait pas forcément la même hype, mais je sais pas. Le côté, rien que son surnom, en fait, je me rappelle du speaker du stade qui disait toujours Gonzalo Turbo Vargas. Et moi, je m'attendais à un joueur super fort. Et c'était, je sais pas, il a fait quand même une petite carrière. Il me semble qu'il est international uruguayen, etc. Mais chez nous, il s'est jamais imposé. Il faisait partie il a une dizaine de sélections uruguayennes. Voilà, il a joué il a été dans l'effectif en tout cas 3 saisons, mais avec des prêts à Sochaux, notamment au Mexique. Voilà, il a pas du tout réussi en Europe. C'est un joueur qui est arrivé, qui avait des belles statistiques en championnat d'Uruguay et d'Argentine, mais qui s'est pas du tout imposé chez nous. Et voilà, j'aimais bien son surnom, notamment Turbo, parce que soi-disant il était rapide, mais bon, j'ai jamais rien vu moi. Oui, c'est pas faux. Et ton autre titulaire, pour le coup, celui-là, il a été mis un peu par d'autres, parce que déjà moi, par exemple, je l'ai mis titulaire. C'est Oliver Bierhoff. Alors là, pour le coup, pareil, on parle d'un joueur qui est arrivé avec un énorme CV. Bierhoff, on est tout en haut, quoi. Adrien l'a mis également. On est sur. De toute façon, on t'en parlera aussi sûrement après. Il y a eu 2 grands attaquants des années 90 qui sont venus faire un passage chez nous. Les 2 avec plus ou moins de réussite. Moi, j'ai choisi Bierhoff quand même, qui était plus emblématique, parce que je l'ai trouvé encore plus nul que l'autre finalement.
Voilà, moi j'ai vraiment découvert le foot avec la Coupe du Monde 98 et du coup Birov quand il arrive pas longtemps après finalement. Hein, on est en 2001. Je m'attendais pas forcément à un joueur en fin de carrière, mais lui, c'est vraiment voilà le concept de la pré-retraite. Quand t'entends comment il s'appelle Roten qui t'en parle des fois sur RMC, c'est à mourir de rire. Voilà, c'est un grand joueur encore du calcio des années 90, buteur en or quand même en finale de l'Euro. C'est un très très grand attaquant, mais voilà, chez nous il a mis 4-5 buts quoi. Et tiens, pour rapide, j'ai trouvé des infos. C'est compliqué, hein, parce que Quintero, il a même pas de page Wikipédia. Mais moi, donc, c'était Diego Quintero. C'est 3 saisons à Monaco entre 2000 et 2003, et c'est toujours avec Monaco B. Et il y a 12 rencontres. Ah oui. Non, pardon, il y a 3 rencontres. C'était 4, c'est 4 en fait, c'était la division de Monaco. Donc il y a 12, voilà, il y a 3 rencontres et 3 buts. Visiblement, voilà, c'est tout ce que j'arrive à trouver. Dans quelle période tu dis? Entre 2000 et 2003. Entre 2000 et 2003, oui, c'est ça. Mais il est noté comme Monaco B à chaque fois. Après, il y a pas plus de stats que ça. En tout cas, voilà, on a ces années passées au club et très clairement, ouais, c'est un joueur qui n'a pas dû jouer du tout, ou en tout cas très très peu. Je tombe sur un article de 2011. Non content des conditions d'entraînement au sein de son club monégasque, l'attaquant argentin Diego Quintero doit être entendu mardi après-midi par le service juridique de la LFP à Paris. J'avoue, hein, on n'a pas trop. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il était mis à l'écart. Écoute, on demandera d'autres informations complémentaires à Damien. Visiblement, ce joueur l'a marqué. Le reste de l'attaque, Arthur, toi, t'as décidé de titulariser Frédéric Nimani, donc avec Raduccu, donc une attaque de haut niveau. Qui va pas mettre beaucoup de buts. Non, surtout que t'as Meriem et Molo pour leur donner des ballons. Frédéric Nimani, ce qui m'impressionne là-dessus, c'est bon, je pense qu'on est d'accord, hein, c'était la pépite de Monaco du centre de formation. Je regarde un petit peu ses stats. Mine de rien, il a commencé à jouer avec la réserve en 2004. Il a quitté Monaco en 2012. Ça veut dire qu'il a été au club un paquet d'années avec quelques prêts intercalés, Lorient, Sedan, Burnley. Mais il a quand même beaucoup joué, notamment la saison 2006-2007. Il commence à jouer en pro et il fait une saison pleine en 2008-2009. 28 matchs, 6 buts. Ensuite, il repique du nez et il revient et joue jusqu'en Ligue 2 à Monaco. Donc Nimani, c'est finalement beaucoup de matchs, très peu de buts. Lors de l'année 2000-2009, il en met 6 en 28 matchs. C'était pas trop mal. Et moi, j'ai souvenir d'un joueur lent, pâteau. Oui. Quand on en parlait à l'époque de la réserve, c'était un joueur qui était censé être technique ou quoi. C'était pas bon. Et c'est vrai que Nimani, c'était pas possible, quoi. Et en voyant récemment, c'est méchant pour lui, mais en Lassina Traoré, je retrouvais un petit peu le Nimani de l'époque, de ces années dégueulasses de la fin des années 2000. Ben justement, pour parler rapidement en mention, Damien l'a noté, d'un joueur pareil du centre de formation, fin d'année 2000, on va pas en parler plus que ça, mais Yannick Sagbo. Voilà, c'est pareil, ah oui. Bon, c'est, pour le coup, c'est 23 matchs pour 0 but. Mais ça me fait penser à ce que va devenir Silla, en fait. C'est pas faux. Ça risque. On peut citer tous les Lanteri, Grax, Gigliotti à ce moment-là, si on est sur des jeunes du centre qu'on flopait dans les années 2000. C'est vrai. Et on va terminer avec le dernier titulaire. Damien le met également titulaire. Il voulait impérativement qu'on en parle, non pas forcément pour ce qu'il a fait à Monaco, parce qu'au final c'est 11 rencontres pour 5 buts, ce qui est pas si mal que ça si tu t'arrêtes juste à ça, mais c'est Christian Vieri. Moi je mets titulaire au côté de Birov. Là si tu mets 2 bons centreurs, ça peut quand même envoyer quelques têtes. Mais voilà, Boris, on parlait d'un joueur avec un gros CV des années 90, donc un peu comme Birov. Ouais. Vieri, c'était le cas, mais Vieri, ce qui pose surtout problème, c'était plus le fait qu'en fait, il était pas du tout heureux d'être à Monaco, et d'ailleurs, il continuait d'habiter en Italie et venait s'entraîner tous les jours en prenant l'hélico.
Ouais, c'était un peu la team Bidou aussi, hein, Christian Vieri quand même. Il y avait quand même un léger embonpoint. C'est peut-être un des joueurs les plus gros. Tu sais, on aurait dit un mec qui jouait un match de charité ou de jubilé, sauf que c'était vraiment un joueur pro. Moi, je l'ai pas mis parce que j'avais une tendresse vraiment pour ce joueur, et même à Monaco, je trouvais qu'il avait encore la classe et tout sur le terrain. Après, voilà, ça reste insuffisant ce qu'il a fait. C'est surtout le peu de temps qu'il a joué finalement, parce que comme tu l'as dit, le ratio de but est pas mauvais. Après, voilà, Damien nous le rappelait, il voulait qu'on insiste là-dessus, qu'il avait bien foutu la merde aussi dans le vestiaire et dans le club à l'époque. Moi, j'ai pas forcément plus d'infos que ça là-dessus, mais voilà, ouais, c'était un joueur que j'avais été marqué par Virov dans les années 90, mais je crois encore plus par Vieri. J'adorais ce joueur-là, et c'était quand même un petit pincement au cœur qui réussisse pas mieux que ça chez nous finalement. Voilà, voilà qui conclut donc le 11. Maintenant, on va passer aux entraîneurs, et on a tous mis le même, mais on va quand même parler de 2-3 mentions, ou une ou deux en tout cas, et commencer, Boris, par Ricardo. Ricardo, Ouais. qui fait partie de cette longue liste des coachs qui ont succédé à Deschamps, qui n'ont pas réussi grand-chose. Ouais, c'est la période noire post-Deschamps. Alors, il y a pas, on verra, il y a pas tant que ça d'entraîneurs à citer sur cette décennie. Lui, voilà, c'est pas forcément catastrophique, mais c'est très terne. Il sort en plus d'un parcours à Bordeaux qui était plutôt honorable. Voilà, c'était un entraîneur, alors qui avait toujours cette étiquette un peu défensive, mais qui était quand même un entraîneur un peu coté à l'époque en Ligue 1. Je pense qu'il gagne une coupe de la Ligue à Bordeaux, je me souviens plus trop, mais bon, peut-être je dis n'importe quoi, mais en tout cas voilà, c'était pas n'importe qui. Et chez nous, voilà, ça va être pendant deux ans très terne, rien de spécial. Moi, c'est vraiment les années que j'ai, encore une fois, que j'ai connu au stade, et voilà, rien. Je pense pas qu'on frôle non plus la relégation ou quoi que ce soit avec lui, mais on frôle jamais vraiment l'Europe non plus. Il n'y a pas vraiment de gros parcours en Coupe nationale. On joue pas la Coupe d'Europe. Il y a rien à retenir de bon finalement de ces années-là. Non, c'est vrai que ça aurait été plus un grand joueur, et particulièrement au PSG, qu'un grand entraîneur. Ça, c'est assez évident. Et tu disais avec lui, avec lui, on fait 12 et 11. Ouais, voilà, c'est vraiment le ventre mou, quoi. C'est le symbole de l'époque. C'est mais ça. Rome, c'est lui qui a lancé Nkoulou. Oui. Ouais, c'est bien. C'est bien pour lui. D'un autre côté, par exemple, je vois la ligne 2008-2009, meilleur buteur du club cette année-là. On va voir si vous allez réussir à me le trouver, celui-là. 2008, On l'a pas 2009. cité. On l'a même pas cité. Parc. Et même celui de l'année d'avant. Hein. Il y a Menez, qui est à égalité avec un autre joueur qu'on n'a pas cité, qui était pas terrible en attaque, international français. Et Piquion. la saison, Piquion, c'est ça. Et la saison d'après, alors là, c'est vraiment très compliqué à trouver. Je vais vous dire le prénom, ça va aller plus vite. Licata. Ouais, c'est ça. Ah, Licata, ouais. Avec 7 buts, hein. On va pas Qui s'était s'enflammer blessé non et plus, qui avait une grave blessure. Ouais, c'est vrai. Il en a mis beaucoup, non? 7. 7, mais en peu de matchs, je crois. Ah bah après ça j'ai pas le détail non plus. En tout cas voilà, on peut également citer, il y avait eu un petit passage de Laurent Banit qui avait remplacé du coup celui dont on va parler maintenant, Laszlo Bologna, Boris, catastrophique, mais passage court aussi. Oui, voilà, lui c'était tellement catastrophique que ça en a été raccourci. Autant Ricardo, on a fait avec pendant 2 ans. Bologna, en gros, il arrive. Alors Deschamps est parti en cours d'année d'avant. Il y a eu un intérim de Guidolin, mais qui a pas rempilé, qui est un intérim plutôt bon. Par contre, Bologna, qui arrive, pareil, qui est un entraîneur à l'époque qui est plutôt coté en Ligue 1, qui est un bon entraîneur de Ligue 1, qui a fait de bons résultats avec Rennes, mais chez nous ça va pas prendre du tout. Le début de saison est catastrophique. C'est la saison, je pense, 2006-7 du coup, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est une saison où on repart sans Coupe d'Europe, etc. Et voilà, il va être rapidement viré et remplacé par Benit. Pour compléter ce que tu disais sur Ricardo, en effet, t'avais raison. Hein. Il gagne bien la Coupe de la Ligue en 2007 avec les Girondins de Bordeaux, et il avait également fait le doublé coupe avec le PSG. Avec le PSG en 98. Arthur, un petit mot peut-être sur Bologna, vu que tout le monde l'a mis comme coach titulaire sur le banc. Bologna titulaire sur le banc, c'est bien ça. Titulaire sur le banc. Moi, je me rappelle. C'est une bonne formule. Je me rappelle que Bologna,
il arrive, il était complètement brouillé avec Yaya Touré. Il me semble que du coup son départ a permis au moins de voir Yaya Touré démarrer sa saison avec Monaco et faire une belle saison. Non, sinon, Bologna, il avait un triste record. Je crois que Jardim a fait mieux cette année en termes de début de saison. Sur le nombre, le nombre de autant aussi peu de points en temps de journée. Alors, je pourrais pas tout sortir le chiffre, mais après, Bah oui, de toute façon, c'est ce que je c'est un disais. truc comme ça. On avait pire, aucune victoire jusqu'à. Le pire début de saison avant ça, Pire début de c'était 2001-2002. Donc c'était pas lui Voilà. non plus. C'était pas lui non plus, mais voilà, ça a été. Jardim a fait pire, mais peut-être que Bologna avait certainement pas fait beaucoup mieux. Ça semble assez évident. En tout cas, voilà, C'était nickel. c'était même à Rennes, j'avais souvenir quand même d'un entraîneur assez strict qui très conflictuel quand même. C'était un peu une sorte de Vaïd à Lilodzi. Un peu, ouais. Et moi, son arrivée m'avait pas beaucoup réjoui. Et puis ça s'est vu que ça l'a vraiment pas fait, et il a vraiment pas fait long feu, hein. Il a fait très peu de matchs. Et il est connu quand même pour être l'un des formateurs de Cristiano Ronaldo au Sporting Portugal, un des découvreurs en tout cas. C'est lui qui a entraîné le Sporting à l'époque. Ah. Et il entraîne toujours d'ailleurs, je suis en train de regarder, il entraîne Royal Antwerp en Belgique. C'est un club de Jupiler, ça? Ouais. D'accord. Ok, Ouais. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour de cette décennie 2000 et de ces tristes années. Est-ce que ça battrait l'équipe de l'AS Monaco actuelle? Ça peut, dépend. hein. Tu les prends à quel moment de leur carrière? Même au pire. Ah il entraîne Dieu merci Mbokani. Ah, on en Et avait Kevin parlé. Miralas. Putain, mais c'est une équipe qui a des moyens, quoi. C'est une équipe. Sambou Yatabaré. C'est une équipe qui a du pognon. Messieurs, avant de conclure, je vais vous demander de reciter vos compos d'équipe. Et on va commencer tout de suite par toi, Boris, ta compo. Alors, dans les buts, Stéphane Porato. Une défense, Panucci, Muller, Simic, Berthaud. Muller. Patrick Muller. Un milieu de terrain, Jugovic, Leko. Et je vais mettre le brassard de capitaine à Jerko Leko, je trouve qu'il le mérite. Sur les ailes, pour animer tout ça, Olivier Capot, Freddy Adu, qui sont chargés de mettre un peu des caviars, Birov plus pour, on va dire, le jeu-tête, et Gonzalo Turbo Vargas pour plus attaquer la profondeur. Et tout ça orchestré par Laszlo Bologna pour le plan de jeu. Arthur, ton équipe? Oui, Stéphane Porato également dans les buts, derrière Panucci et Berthaud dans les couloirs. Sambou associé à Muller en défense. À la récupération, donc Gérard Lopez Ségou associé à Jerko Leko. Ensuite, je joue avec deux numéros 10, Kamel Meriem, qui pourrait rentrer sur son vrai ou faux pied, on ne sait pas trop, avec Johan Molo, pour déposer donc des beaux ballons à Frédéric Nimani et Radu Tchioou, s'il a envie de jouer. Ça, c'est lui qui voit, mais sinon, à Nimani. Coaché par Bologna, qui est son voilà, compatriote peut-être. Son compatriote, ça mais fait moitié. apparemment non. Et tu mettrais Leko également comme capitaine de cette super équipe? Non, Sambou. Ouais. Ok. Parce qu'il a le profil, il a le charisme, puis c'est un mec du club. Il a joué en Mongolie. Ma compo, ça sera donc Porato, Panucci, Muller, Simic, Jurietti, Jugovic, Lopez, Adu et Capot sur les côtés, et Birov, Vieri en attaque. Le tout entraîné évidemment par Laszlo Bologna, et capitaine, j'ai envie de mettre Stéphane Porato. J'aime bien mettre les gardiens capitaines en fait, moi. Donc, du coup, Porato. T'es pas comme Roland Courbis, quoi. Non, je suis team Hugo Lloris en équipe de France.
Et pour ce qui est des autres compos, bah voilà, vous les avez maintenant devant vous pour ceux qui regardent leur écran, parce que là je les ai plus devant moi, donc ça va être un petit peu compliqué de vous les donner. Mais de toute façon, on vous les a données à peu près toutes au fur et à mesure de l'émission. Voilà, maintenant, messieurs, il vous reste à vous dire, chers auditeurs, que maintenant ça va être à vous également de voter. On va vous faire le petit formulaire habituel. Il est dans la description, il est également sur Twitter et sur Facebook. Les votes donc commencent dès maintenant, dès ce jeudi 18h, et s'achèveront lundi en début de soirée, où vous aurez les résultats, comme pour les 3 dernières équipes. Merci Arthur, merci Boris de m'avoir accompagné pour ce petit Club Mounégou historique. Le prochain Club Mounégou, ça sera mieux. En tout cas historique, ça sera sur l'équipe type des années 90. Justement, le moment pour moi aussi de vous rappeler que maintenant on va passer en bimensuel le jeudi. Cet été, comme je l'ai dit en début d'émission, il y avait eu beaucoup d'actualités, pas trop de matchs, donc on avait fait une émission tous les jeudis. Maintenant ça sera un jeudi sur 2 avec en alternance un Club Mounégou un peu plus sur l'actu, que ça soit des supporters ou du club, et un Club Mounégou donc historique avec les équipes. On en a encore un petit paquet à vous proposer, on a quelques idées. Sinon la prochaine émission c'est donc le débrief de la rencontre à Reims ce samedi soir. Je vous invite également à écouter l'épisode 2 du Périple Rouge de Damien qui est sorti ce lundi en début de semaine. D'ici là, portez-vous bien et Dagé Mounégou. Et bisous.